Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct de Al24 News pour ce nouveau numéro de Politique. La situation brûlante au Soudan continue de faire la une de l'actualité. C'est le thème de notre débat juste après le jingle. On revient. Le Soudan sur la pente raide, rien ne va plus, 5e jour des affrontements et toujours pas d'issue. Et même les trêves demandées par les ONG humanitaires restent fragiles et précaires et sont bafouées et violées. Les deux parties se rejettent la responsabilité. La situation est confuse et floue. Mais qu'est-il arrivé au Soudan ? Que s'est-il passé? Pourquoi ces affrontements ont éclaté du jour au lendemain sans crier garde? Comment expliquer ce revirement de situation? Qu'est-ce qui a fait que les deux hommes alliés d'antan se transforment aujourd'hui en ennemis? Et puis surtout, qui a intérêt à voir le Soudan en feu et en sang? Des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec nos invités. Riyad Sidawi, président du Centre de recherche arabe, le CARAPS, à Genève. Monsieur Riyad Sidawi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci à vous. Et bien sûr, nous accueillons avec beaucoup de plaisir et pour la première fois sur notre antenne, Monsieur Marc-Étienne Laverne, géopolitologue et spécialiste de la Corne de l'Afrique, y compris le Soudan. Monsieur Marc Laverne, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, le plaisir est partagé. Eh bien, vous ne pensez pas mieux dire. En tous les cas, je vais commencer avec vous, Monsieur Marc Lavergne. Quel est l'élément déclencheur de cet affrontement selon vous? Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, il y ait eu cette étincelle qui a déclenché des affrontements entre les deux hommes? Oh, ça n'est pas tout à fait inattendu pour qui observe la situation soudanaise depuis la chute du maréchal Omar al-Béchir en avril 2019. C'est-à-dire que l'armée régulière, qui est l'héritière du régime militaro-islamiste d'Omar al-Béchir, puisque le maréchal général al-Burhan n'était qu'un bras droit d'Omar al-Béchir, eh bien, ont eu besoin de mercenaires pour régler la situation au Darfour. Ces mercenaires ont accepté de jouer ce jeu pour soutenir l'armée, mais au fil des temps, avec l'évolution de cette transition démocratique, comme on l'a appelé, les mercenaires de Mohamed Hamdan Dagalo, qu'on appelle Hemeti, ont pris de plus en plus de poids dans l'appareil politique et sécuritaire et ont revendiqué une place majeure. Alors l'armée a voulu les intégrer dans l'armée. Et le chef, Hemeti, a dit, d'accord, si je suis le chef de l'armée. Or, il n'a jamais fait d'école militaire, il n'a pas de grade du tout. Ce n'est pas un général comme on pourrait le penser, ce n'est pas un véritable général. Ça n'est pas un véritable général, c'est un garçon qui est venu d'une tribu de l'ouest du Darfour, un Rizeigat du Darfour occidental, qui a fait petit à petit son chemin, qui a embauché des jeunes chômeurs ou des jeunes réfugiés dans les camps, qui les a vendus, si vous voulez, comme mercenaires en Arabie Saoudite pour la guerre au Yémen, en Libye pour soutenir le maréchal Haftar. Et donc, il a maintenant une armée. Il n'a pas de matériel vraiment, mais il a une armée qui est absolument sans aucune limite, sans aucune compétence, et qui ne cherche pas à prendre l'État, mais qui cherche simplement à prendre les richesses du Soudan. Et comme l'armée soudanaise est elle-même, elle récupère les 3/4 du budget national, mais ce budget national a fondu, donc les deux se battent finalement pour mettre la main sur les richesses du pays. Finalement, Monsieur Sidawi, comme disait tout à l'heure Lavergne, au fait, finalement, c'est une lutte de pouvoir et rien d'autre. Pas plus, je veux dire. Oui, évidemment, c'est une lutte de pouvoir, même que le général, qui n'est pas général, en fait, Hamiti, commence à parler de la démocratie, que le général Abdel Fattah Burhan menace la démocratie et il est un islamiste radical, mais nous savons bien que vraiment le premier facteur de ce conflit, c'est le pouvoir. Mais je pense qu'il faut faire une analyse en termes de sciences politiques. Ce qui s'est passé en 2019 au Soudan, c'était une révolution, puisqu'on a eu une situation révolutionnaire et un résultat révolutionnaire. On a eu en même temps les trois facteurs qui font réussir une révolution. Premièrement, la radicalisation de l'opposition qui ne veut plus de réformes, mais le départ du dictateur, qui était Omar Hassan al-Béchir. Donc, deuxième facteur, les divisions au sein des élites au pouvoir.
le troisième facteur qui est déterminant dans tout processus révolutionnaire, c'est la position de l'armée. Il faut soit la neutralité de l'armée, soit vis-à-vis du régime, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Oui. Et ce qui s'est passé, l'armée a pris une décision contre le président du Soudan à l'époque. La même chose aussi pour la milice, on va l'appeler milice paramilitaire du général, au faux général Hamiti, aussi a pris une position en faveur des manifestants contre le président Omar Hassan al-Bashir. C'est pour cette raison qu'il a été chassé facilement. Mais aussi dans des révolutions, quand les forces armées se divisent, automatiquement on tombe dans la guerre civile. La guerre civile n'a pas eu lieu en 2019, mais a eu lieu aujourd'hui. Oui. Je reprends le concept de Max Weber de l'État. L'État doit avoir le monopole de la violence légitime. Il n'y a que l'État qui peut avoir le monopole de la violence légitime. Or, au Soudan, on a deux forces. On a la force légitime qui est l'armée, et puis une milice paramilitaire qui a été fondée en 2013, qui se compose des Janjaouites, notamment des Janjaouites. Donc, il y a un problème ethnique aussi au sein de cette milice. Et en 2017, a été accepté, voté par le Parlement soudanais, sous le titre de Omar Hassan al-Bashir. Et le Parlement a accepté cette milice en tant que force sécuritaire légale au Soudan. Aujourd'hui, évidemment, les contradictions s'explosent parce que cette milice, la paramilitaire du général Hamiti, a aussi des activités économiques, notamment l'exploitation des mines d'or et On dit qu'ils détiennent l'or du pays, oui, effectivement. Absolument. Donc, il y a un enchevêtrement des facteurs, en fait, le pouvoir de l'argent, le pouvoir du business, le pouvoir politique, le pouvoir militaire, et voilà, ça s'explose. Mais je pense aussi c'est légitime quand l'État s'exprime qu'il n'y a qu'une seule force, qui est l'armée, et l'État doit avoir le monopole de la violence légitime. Oui. Monsieur Marc Lavergne, justement, selon vous, Monsieur Hamiti n'a jamais caché son intention de vouloir prendre le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas, au fait, pour le gouvernement soudanais, le fait que le monstre s'est retourné contre eux après l'avoir formé ses troupes qui étaient censées se battre au Darfour, qui aujourd'hui se retournent contre la main qui leur a été tendue? Oui, on peut dire ça, mais je dirais que le gouvernement, tel qu'il a été constitué après la chute d'Omar al-Béchir, n'a pas non plus une grande légitimité. Finalement, c'est du régime d'Omar al-Béchir sans Omar al-Béchir, qui coule des jours heureux dans sa villa à Khartoum, alors qu'il est sous mandat avec les forces civiles du pays. C'est quelqu'un qui s'impose pas simplement à l'armée, mais aussi à toutes les organisations syndicales, politiques, professionnelles, qui jouent un rôle très important au Soudan. Oui. Monsieur Riyad Sidaoui, au fait, pourtant, ces deux hommes étaient partis pour s'entendre, puisqu'ils ont orchestré le coup d'État de 2021 ensemble. Alors, était-ce une alliance de circonstances qui, aujourd'hui, a montré ses limites? Oui, je pense que c'était une alliance lucrative. Les deux sont unis face aux civils soudanais, parce que les partis civils doivent gouverner à travers des élections démocratiques. Donc, il y a si vous voulez, une alliance objective contre les partis politiques, les partis civils, mais quand on parle du vrai pouvoir, à la recherche du vrai pouvoir, évidemment, il y a eu cette contradiction. Il y a eu cette contradiction de protagonistes qui cherchent le pouvoir, qui cherchent le business et qui prennent tout le Soudan en otage, surtout la population civile. Absolument. Aussi, qui cherchent la légitimité à l'extérieur du Soudan, qui cherchent la légitimité. On parle que le général Omar al-Bashir est soutenu par l'Égypte et l'armée égyptienne, alors que le général Hamiti, qui n'est pas en fait un général et qui n'a jamais fait ses études militaires ni ses études politiques poussées, a un soutien des Émirats arabes unis. On ne sait pas exactement, mais ils se comportaient comme des chefs d'État, qui ont des ressources, évidemment, des ressources militaires, des ressources économiques, qui ont un pouvoir aussi sur le terrain, mais cette contradiction va s'éclater un jour ou un autre. C'est aujourd'hui qu'on a eu l'éclatement de cette contradiction
Or, c'est le peuple soudanais qui est en train de payer ce clivage entre deux généraux qui ont été alliés. Oui, très bien. Alors, justement, parlons de peuple, parce que la population soudanaise s'estime être un petit peu la victime collatérale d'un bras de fer entre deux hommes, deux puissants au pouvoir. Qu'en pensez-vous, Monsieur Lavergne? Je pense que parler de la population soudanaise, c'est un petit peu délicat dans la mesure où c'est un pays extrêmement vaste. Hein. Ça a été longtemps le plus grand pays d'Afrique, hein, un peu plus grand que l'Algérie. Alors maintenant, avec la sécession avant du la Sud, division, c'est un pays qui reste quand même très vaste et assez mal relié. Alors il y a la vallée du Nil, le centre du pays, qui est un pouvoir économique, qui est aussi un pouvoir historique, qui sont la clé de l'État soudanais, de la survie de l'État soudanais. On ne peut pas imaginer que l'un ou l'autre des vainqueurs de cette équipée, là, de cette guerre atroce, puisse diriger le pays. Parce qu'il n'aura pas la légitimité, soit à l'extérieur dans les provinces, soit dans la capitale, et puis il n'a pas les compétences, et il n'en a même pas l'envie. Monsieur Hemeti n'a pas envie de s'embêter à gérer un pays, c'est pas son truc. Ce qu'il veut, c'est de l'argent, c'est de l'or, hein, c'est pouvoir tresser... voilà, établir sa fortune, et puis c'est un peu un modèle qui se répand dans tout le Sahel finalement, hein, parce que on n'analyse pas les conflits du Mali, du Niger, etc. sous cet angle-là, mais on retrouve au Soudan ce qui se passe ailleurs, hein, au sud de l'Algérie et au détriment de la France. Qu'est-ce que je voulais dire au fait, Monsieur Lavergne, aujourd'hui, ce bras de fer entre les deux hommes n'est-il pas quelque part, ou ne cache-t-il pas une sorte de manipulation extérieure, d'autant plus que ça intervient à ce moment précis? Écoutez, je crois que ça, c'est un peu difficile à dire, c'est-à-dire qu'on a toujours cette tentation d'aller chercher un peu le facteur extérieur en se disant que dans le monde, il y a le conflit d'Ukraine, il y a les problèmes de l'Indo-Pacifique, donc il y a des rivalités entre grandes puissances. Mais je crois que les grandes puissances sont plus embarrassées par ce qui se passe au Soudan que désireuses d'y trouver un intérêt, parce que le Soudan ne représente pas une puissance économique, il n'a plus de pétrole, il n'a pas de richesse stratégique, il n'a pas de position stratégique non plus vraiment. Alors le groupe Wagner est là, bien sûr, du côté de Hemeti, alors que l'État russe peut-être a une autre vision, hein, c'est-à-dire une base soviétique, russe plutôt, sur la mer Rouge, mais les Saoudiens, les Émiriens veulent la paix, ils ont des visions 2030, ils veulent bâtir des pays avec des ressources de l'après-pétrole. Donc tout ça dérange aussi beaucoup de monde. Hein. Oui. Cet éclatement du Soudan, ça gêne aussi l'Égypte, bien sûr, qui se considère protectrice historique du Soudan et qui est embarrassée par ce petit frère qui est toujours turbulent, qui est toujours difficile à maîtriser. Hein, je pense que le maréchal Al-Sisi est très embarrassé aussi par cette affaire, même s'il soutient le général Al-Burhan. Al-Burhan. Oui, Monsieur Sidaoui, comme vient de le dire donc Marc Lavergne, dans ces cas-là, qui a intérêt à mettre le feu au Soudan et à qui profitent ces affrontements? Il y a évidemment, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, personnellement, je pense que le général Abdel Fattah al-Burhan veut le pouvoir. Il est actuellement président du Soudan, il faut le dire. Il est déjà au pouvoir. Voilà, donc il veut garder le pouvoir, il veut officialiser le pouvoir, il veut devenir un deuxième Omar Hassan al-Bashir qui va gouverner pendant 2-3 décennies. Alors que le général Hamiti, qui est à la tête de la milice, qui était la milice des Janjaouides au début à Darfour, le général Hamiti, je pense qu'il cherche à garder ses privilèges, et à garder son petit pouvoir, notamment son pouvoir économique, évidemment. Il est à la tête de 100 000 hommes quand même, c'est une armée. Hein. Donc, le général Abdel Fattah al-Burhan ne veut pas de concurrents, même qu'il sait qu'il veut garder juste ses privilèges. Il y a eu une proposition, l'intégration au sein de l'armée. Hein. Il a demandé à la milice de général Hamiti de s'intégrer au sein de l'armée et ils ont un délai de 2 ans. Alors, le général Hamiti il a dit non, moi j'ai besoin de 10 ans. 10 ans afin d'intégrer les 100 000 hommes dans l'armée soudanaise qui se compose de 205 000. C'est un peu le point de discorde aussi. Absolument, absolument. C'est ça, en fait, qui a fait éclater le conflit. Mais je pense que
si je résume, je pense que le général Abdel Fattah Burhan ne veut pas de conquérants, ne veut pas de contre-pouvoir. Et après, on cherche évidemment les étiquettes idéologiques. Moi, je ne pense pas aux étiquettes idéologiques. Je ne pense pas que le général Hamid est un libéral démocrate face à un dictateur islamiste, comme elle a retweeté sur Twitter. Non, je pense que c'est un conflit pour le pouvoir, pas uniquement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique. Oui, alors Hamiti a également surfé un petit peu sur la vague, lui qui a donc orchestré avec Burhan le coup d'État de 2021. Aujourd'hui, il se rallie aux protestataires pour dire qu'il exige, lui également, le retour à un gouvernement civil. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'opportunisme politique. Qu'en pensez-vous, monsieur Marc Laverne? Écoutez, je pense que effectivement l'armée soudanaise a cherché à pérenniser son pouvoir derrière un paravent civil ou bien en ayant un gouvernement civil. Mais le gouvernement de M. Abdallah Hamdok, qui avait été mis en place finalement par les instances internationales, par les États-Unis, etc., ne convient pas du tout à ce qu'il souhaite. Il est l'héritier finalement de 30 ans de régime militaro-islamiste et les grandes forces de l'islam radical sont derrière lui, hein, c'est-à-dire les grandes familles confrériques, mais aussi le Front national islamiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de répression sur les gens qui suivaient Hassan el-Tourabi et qui sont ses héritiers, qui sont toujours là, qui sont des gens compétents, hein, dans le domaine économique, dans tous les domaines. Ils ont dirigé le pays pendant 30 ans, eux ou leurs enfants. Et donc, l'armée représente cette force-là qu'on a tendance à négliger, mais c'est l'État profond avec l'appareil de sécurité et c'est les hommes d'affaires richissimes. Hein. Il y a des milliardaires en dollars au Soudan, il y a toutes sortes de réseaux qui sont tenus encore aujourd'hui par les... L'Algérie a déjà fait une proposition qu'elle a soumise au sein du Conseil de sécurité concernant le Soudan. L'UA a également très vite réagi. Alors, selon vous, Monsieur Sidawi, est-ce que l'espoir, ou peut-on espérer aller vers un apaisement ou le point de non-retour a été franchi selon vous? La diplomatie algérienne est très crédible au sein du monde arabe, que ce soit des peuples ou des États. Elle respecte beaucoup la diplomatie algérienne parce qu'elle a arrêté la révolution de novembre 1954. Et dans le monde arabe, quand on parle de novembre 1954, on a toujours le respect, on a toujours un grand respect. Et en plus, la diplomatie algérienne a réussi à mettre fin à la guerre entre l'Iran du Shah à l'époque et l'Irak dirigé par Ahmed Hassan al-Bekr dans son vice-président Saddam Hussein. C'est l'Algérie qui a réussi à mettre fin à cette guerre. Et là aussi, l'Algérie, la diplomatie algérienne a réussi à libérer les otages américains en Iran. Donc, elle a un héritage, elle a un capital symbolique. Donc, elle pourrait trouver une solution et elle pourrait convaincre les deux protagonistes afin de trouver une solution pacifique et durable. Mais je pense que l'armée est déterminée afin d'exterminer la milice paramilitaire du général Hamiti. On voit bien que l'armée, elle a l'aviation, elle a l'arme lourde aussi. Le général Hamiti, elle est à la tête de 100 000 hommes, mais il n'a pas d'aviation, n'a pas d'armes lourdes, n'a pas de chars comme l'armée nationale soudanaise. Donc, à mon avis, cette armée, elle va peut-être, sans lire Max Weber, elle va se poser sur cette équation historique liée à l'État, c'est que c'est uniquement l'État qui a le droit du monopole de la violence légitime. Donc, aucune force armée ne doit être supérieure à celle de l'État. L'armée nationale soudanaise, c'est l'État. Merci beaucoup, M. Sidawi. Alors, pour terminer, M. Marc Lavergne, les combats au Soudan, quel futur se dessine? Est-ce que le point de non-retour a été franchi? Ah oui, depuis longtemps, certainement. Mais je crois que les deux blocs qui s'affrontent sont décrédibilisés auprès de la population, bien entendu, mais aussi auprès de la communauté internationale. Je pense que beaucoup de puissances, comme je l'ai dit, sont très embarrassées par ce qui se passe et qu'il sera très difficile pour le vainqueur de reconstruire le Soudan, de faire oublier ce qui s'est passé. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir
effectivement, l'Algérie a eu de grands diplomates, hein, mais aujourd'hui, les cartes sont plutôt, à mon avis, dans l'Union africaine. Hein, et beaucoup plus que dans la Ligue arabe, par exemple, qui est aujourd'hui assez plus ou moins délicate. Mais avec Monsieur Fakim Mahamat, par exemple, négociateur tchadien, expérimenté, qui connaît le terrain, et d'autres, hein, les Nigérians, les Sud-Africains, qui représentent des puissances économiques et des puissances militaires. La solution est africaine, importante à l'échelle du continent. Eh bien, je pense que c'est un peu ces cartes-là, régionales, qui peuvent arriver à dénouer la crise, peut-être plus que des forces supranationales ou bien des grandes puissances. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tous les cas, que l'Union africaine et que le Soudan est un pays africain ramènent les deux hommes à la sagesse pour le bien de la population soudanaise. Messieurs, je rappelle donc que était avec nous Riyad Sidawi, qui est président du Centre arabe de recherche, le CARAPS, depuis Genève. Était avec nous également monsieur Marc-Étienne Lavergne, géopolitologue, spécialiste de la Corne de l'Afrique et du Soudan. Merci messieurs d'avoir enrichi ce débat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Politique. Au revoir.